Bienvenue dans Ticozé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Edwin Phaéton. Né à Lyon, à l'Hôtel-Dieu, il a grandi dans l'Est lyonnais. Issu d'un héritage pluriel, d'une mère née en France de parents algériens et d'un père guadeloupéen, il porte en lui plusieurs histoires, plusieurs mémoires qui nourrissent profondément sa réflexion sur l'identité et la citoyenneté. Collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale, il est chargé de la communication politique, des relations presse et de l'organisation d'événements stratégiques. Formé en management des affaires publiques et en sciences politiques, il évolue au cœur des enjeux institutionnels. Auto-entrepreneur en relations publiques et vice-président de la Fédération française pour la citoyenneté et l'égalité des chances, il s'engage pour une citoyenneté plus active et plus inclusive. Père de 3 enfants, il s'interroge sur ce qu'il souhaite transmettre et sur la manière dont concilier engagement public et vie de famille. L'émancipation économique des jeunes, la participation des jeunes à la politique, la lutte contre les assignations sociales, la Nouvelle République, la place des Outre-mer, tous ces sujets l'animent. Merci Edwin Phaéton d'avoir accepté l'invitation dans Ticozé. Merci Kaïsa pour ton invitation. Donc on va aller au centre de la question. Alors vous êtes né à Lyon, vous avez grandi à Lyon, c'est bien ça ? Tout à fait. Je suis né à Lyon, à l'Hôtel-Dieu, et puis j'ai grandi quelques années à Lyon et on est parti vivre dans l'Est lyonnais, à la campagne, près du Bugey, en Isère. Et vos parents sont lyonnais ? Mes parents sont lyonnais, ma mère est française, ses parents sont français également et sont d'origine algérienne. Son grand-père, lui, est né en Algérie, est venu en France pour travailler, puisqu'il y avait à l'époque des grands mouvements de population du côté du Maghreb. Et Donc, son grand-père est né en Algérie ou il est né ici ? Son grand-père est né en Algérie. D'accord. Et il est venu s'installer en France, donc à Rieux-la-Pape, près de Lyon, un territoire assez populaire. Il était ouvrier, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il était mécanicien. D'accord. Et elle est née ici Elle est née ici, exactement. À Lyon. À Lyon, à l'Hôtel-Dieu, comme moi. D'accord. Et votre père ? Mon père est guadeloupéen, donc français. Il est né à Pointe-à-Pitre et il a grandi à Loricis. Donc c'est un quartier un peu populaire à Pointe-à-Pitre. Un petit port de pêche. Et à l'époque, c'était des cases qui étaient construites tout autour. Et il a vécu ici. Son père lui-même était orphelin. Donc il a perdu ses parents très tôt. Il vivait du côté de Morne-à-l'Eau et ils se sont installés après à Pointe-à-Pitre pour trouver du travail. Et ensuite, il vient en Hexagone. Tout à fait. Mon papa arrive en Hexagone à 15 ans, donc pour ses études. Il faisait un bac pro technique et il a perdu son père dans l'intervalle. Donc il a poursuivi ses études jusqu'au bac, mais il n'est pas allé plus loin. Mais comment il atterrit à Lyon ? Parce Lyon, que quand il arrive à Paris Il arrive à Lyon directement. Une partie de ses frères et sœurs était déjà à Lyon. Ma tante, qui est sa marraine, vivait à Lyon, et donc elle l'a accueilli. Puis lorsqu'il faisait ses études, il tournait. Son lycée était à Vénissieux. C'est un quartier aussi, enfin une ville assez populaire de l'Est lyonnais. Et c'est là d'ailleurs qu'il a rencontré ma mère, puisque ma mère était au foyer Sonacotra. C'est un foyer où on avait pas mal de populations de toutes les diasporas, qu'elles soient d'Amérique latine, d'Afrique, même asiatique. On en avait un peu de partout et il a rencontré ma mère là-bas. Est-ce que vous connaissez un peu la Guadeloupe ? Est-ce que vous avez... Bien sûr. Alors, j'ai plutôt tendance à dire que je la connais par les histoires de mon père et maintenant, personnellement, un peu plutôt quasiment comme un touriste, parce que j'y ai pas vécu. Donc j'y passe du bon temps et je vais au contact de ma famille qui est là-bas, qui vit là-bas depuis toujours. Donc j'ai ces deux visages, ces deux histoires en parallèle quand je vais en Guadeloupe. Et vous avez fait vos études à Lyon, vous avez grandi à Lyon et fait vos études à Lyon. Tout à fait, oui. Alors quand on grandit dans une ville comme Lyon, à quel moment vous comprenez que votre métissage est un sujet ou alors est-ce que ce n'est pas un sujet ? Alors j'aimerais dire que ce n'est pas un sujet. D'ailleurs, ce n'est pas un sujet, mais dans toute société et principalement dans les sociétés où il y en a beaucoup de brassage de population, on aime parfois se pointer du doigt. Et effectivement, quand j'étais gamin, j'ai vécu... des situations où je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas comme tous les autres. On est comme tout le monde, mais voilà, j'avais ce pointage du doigt. Surtout que j'étais à la campagne assez tôt.
donc dans une campagne rurale, à 1h30 de Lyon. Donc on était, je crois, pas plus de 10 familles dans notre petit village d'Arabes ou Noirs qui vivaient dans ce petit village-là. Et donc on n'était pas beaucoup d'enfants dans les écoles à être issus d'un métissage ou issus de diverses cultures. Et est-ce que vous avez ressenti une forme d'hostilité ou de rejet lié à vos origines ou à ceux de vos parents ? Alors j'ai remarqué que l'hostilité vient de comment nous on perçoit aussi parfois les questions qui sont posées. Je vais m'expliquer. J'ai vécu beaucoup de curiosité, donc un peu comme si on était quasiment pas des bêtes de foire, mais presque des curiosités. Donc il fallait toucher nos cheveux, il fallait nous poser des questions sur si on vivait de la même manière que les autres, si même dans notre maison c'était pareil. Mais en fonction de la manière dont je répondais, donc en fonction de mon humeur, parce que j'étais un enfant, si j'étais de bonne humeur, ça se passait bien. Si j'étais de mauvaise humeur, après pouvait venir l'hostilité et parfois le rejet. Oui, je n'étais pas invité à tous les anniversaires de mes copains quand j'étais enfant. Ça, c'est quelque chose, oui, ça m'a marqué par rapport aux autres. Donc après, donc vous avez grandi à la campagne, donc vous quittez la ville, vous allez à la campagne, mais pour vos études, vous êtes en ville. Tout à fait. Donc vous êtes au centre de Lyon. Tout à fait. Alors comment justement, quand on vit dans une ville comme Lyon, où il y a des groupuscules identitaires très visibles, très, très présents dans la société, dans l'environnement, dans le paysage que vous partagez au quotidien avec vos amis, comment on fait ? Comment on apprend ? Est-ce qu'il faut apprendre à se protéger ? Est-ce qu'on apprend à se taire ? Est-ce qu'on apprend à se battre ? Comment on fait ? Alors, effectivement, Lyon est une ville assez particulière. Pourtant, c'est une terre de résistants. C'est là-bas qu'on a torturé et mis à mort Jean Boulin, quand même, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est une ville où il y a une forte recrudescence de groupuscules un peu fascistes, néo-fascistes, qui prospèrent depuis quelques années, et effectivement depuis gamin. Parce que mon père réparait des cuisines dans des restaurants, donc dans le Vieux-Lyon notamment. Et le Vieux-Lyon, c'est un secteur où il y a énormément de groupuscules d'extrême droite et où il faut faire attention le soir. Donc depuis petit, je suis sensibilisé à ça, au risque, puisqu'à partir de 23h30 et en fonction des soirées, souvent le samedi soir et le jeudi soir, il ne faut pas traîner dans le Vieux-Lyon, puisqu'ils organisent assez régulièrement, c'est arrivé plusieurs fois, des ratonnades sur des Arabes, sur des Noirs, et j'aurais pu être la cible de cela déjà enfant. Donc quand je suis arrivé à Lyon étudiant, j'ai été de l'autre côté. Moi j'étais à Lyon 2, donc à Bron. C'est une petite ville à côté, mais qui est collée à Lyon. Et là, on avait plutôt de l'autre côté, donc c'était des groupuscules, mais même pas vraiment des groupuscules, c'était des groupes politiques, très militants, de gauche, on peut dire ultra, ce qu'on veut, mais bref, c'était des groupes qui armaient leurs idées, mais physiquement, et qui allaient se battre avec les groupuscules d'extrême droite, assez régulièrement. Moi, je me suis toujours tenu à l'écart de cela pour une raison simple, c'est que, je sais pas, j'avais cette impression d'avoir déjà une cible dans le dos. C'est que si moi, je décidais de participer au combat, je serais peut-être été celui qu'on aurait plus facilement désigné pour abattre même, puisqu'on voit qu'on peut en arriver jusque-là maintenant, on peut abattre des gens en fonction de ses idées politiques, et parfois même en fonction de ses origines, j'ai l'impression. D'accord. Donc, justement, cette éducation pour vous protéger, elle vous a été donnée par votre père ? Mes deux parents. Mon père, c'est quelqu'un qui, de par son parcours, il vient quand même de la Guadeloupe, donc il se recrée un espace, se recrée une sociabilité, m'a toujours dit... travaille, sois quelqu'un, insère-toi dans la société, voilà, fais ton petit bonhomme de chemin, n'attire pas l'attention sur toi pour de mauvaises raisons. Donc une éducation, on va dire, assez traditionnelle finalement. Et dedans, par contre, il n'y a pas ce revers de dire rase les murs. Non, c'est affirme-toi, impose-toi. N'aie pas peur de dire ce que tu penses, tant que tu penses que c'est juste. Et surtout ma mère, qui a toujours été là pour nous rappeler à mes 5 frères, mes 4 frères et mes 5 frères aussi, qu'il faut s'imposer dans la vie. Il ne faut pas avoir peur, il faut oser dire oui, il faut oser dire non. Donc c'est vrai que j'ai eu cette éducation où il ne faut pas chercher les embrouilles pour chercher les embrouilles, mais quand on est menacé ou quand on est mis en danger, il ne faut pas se démonter, quoi. D'accord. Et est-ce que ça vous est arrivé d'avoir peur ? Ah oui, comme tout, je pense, comme tout humain, j'ai déjà eu peur de certaines situations. J'ai un exemple, mais il est plus récent. J'ai envie de dire, et même ça s'est passé cette année, c'est quand j'ai eu mon contrôle routier de police, qui était un contrôle au faciès.
Pourquoi je le détermine comme un contrôle au faciès? Parce que je roulais normalement, près de Courbevoie. La police m'arrête. C'était le 10 septembre, donc le mouvement 10 septembre qui avait un peu chauffé les médias à cette époque-là. Et la police m'arrête. Je pensais que c'était pour un contrôle de routine. Non, ils me demandent ma carte d'identité. Pas mon permis de conduire, mais ma carte d'identité. Ils étaient 4, un peu chauffés à blanc, un peu envie d'en découdre. J'étais avec ma fille à l'arrière, donc oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur de comment ça pouvait se dérouler si je décidais de m'opposer frontalement. Donc j'en ai parlé à mes proches, j'en avais même fait une vidéo sur les réseaux sociaux. Mais comment ça se déroule? Ils vous arrêtent, ils vous demandent votre pièce d'identité, pas votre permis? Pas mon permis. Moi j'avais préparé, oui, c'est là où la violence elle est vraiment symbolique, c'est que j'avais préparé mon permis de conduire et les papiers du véhicule, un contrôle routier. Et en fait je tends mon permis de conduire et on me demande ma carte d'identité. Et là, sur le moment, je connais suffisamment le droit, pas pour forcément l'avoir pratiqué, mais au moins l'avoir étudié, pour savoir que ça, c'est hors cadre. Mais j'ai eu un moment, oui, je pense, c'est de la peur, mais aussi une sorte de protection. J'ai pensé à ma fille, aussi aux passagers qu'il y avait dans ma voiture. Il y avait mon frère et un ami. Et je me suis dit, bon, c'est pas le moment peut-être de sortir du bois. Et je pense, a posteriori, que si, j'aurais dû les confronter. Et des policiers m'ont conseillé d'ailleurs de les confronter, puisque j'ai fait une vidéo qui a bien marché, et des policiers m'ont contacté, de toutes origines, arabes, blancs, noirs, de partout, et ils m'ont dit, faites des vidéos. Vous prenez votre téléphone, vous le mettez à plat sur le tableau de bord, et vous filmez toutes vos interpellations, puisque oui, il y a des brebis galeuses, il y en a beaucoup trop, de plus en plus. Et donc oui, c'est quelque chose qui peut faire peur, puisqu'on ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller. En fait, ils vous ont demandé votre pièce d'identité et pas votre permis de conduire. Mais si vous aviez refusé de leur donner la pièce d'identité, peut-être que ça aurait mal tourné. Exactement. Et ils auraient dit que vous avez refusé de donner votre permis de conduire. Exactement. En fait, on ne sait pas ce qu'ils auraient dit. Et pourquoi j'étaye encore que c'est un contrôle au faciès, ils m'ont demandé mes origines. Donc sur le ton d'une ils essayaient d'être assez légers en me demandant ça, mais on sent tout de suite que le rapport il est pas légal. C'est la police, ils sont en uniforme, donc quand ils posent une question, techniquement, voilà, on obtempère. Donc ils m'ont demandé mes origines, je leur ai dit, je suis français, mon père est guadeloupéen, donc français. Donc j'ai insisté là-dessus, ça les a un peu brusqués, puisque je commençais, un peu monté en tension. Ils m'ont demandé pourquoi j'étais tendu. Je leur ai expliqué que c'est quand même assez anodin qu'un contrôle routier se passe comme ça, qu'on me demande mes papiers d'identité. Ils m'avaient demandé d'ouvrir mon capot aussi de la voiture pour vérifier quelque chose dans le capot. Je leur avais dit également que c'est assez étonnant que les policiers sachent ce qui se passe dans un moteur. Bon, tout ça, ça a créé des conditions où finalement, dans ce contrôle, je m'en suis plutôt bien sorti, puisqu'ils m'ont demandé ce que je faisais dans la vie. Il y a une présomption de culpabilité j'ai l'impression sur les personnes, enfin, j'ai pas l'impression, c'est le cas, sur les personnes noires, arabes ou de n'importe quelle origine. On est coupable avant de démontrer. Et ils m'ont posé la question, que fais-tu dans la vie? Donc ils me tutoyaient. Que fais-tu dans la vie? Je leur ai dit, je suis collaborateur parlementaire, je travaille pour un député, à l'Assemblée nationale, mon bureau est à l'Assemblée. Ils ne me croyaient pas trop. Mon collègue à l'arrière demande également, il lui demande également qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Donc lui, il explique, je suis élève avocat, et je suis également conseiller municipal de la ville dans laquelle le contrôle se passe. Là, ça s'est calmé, puisque finalement, le rapport de force symbolique s'est inversé. Il s'est inversé. Ça veut dire que quand on est noir, il vaut mieux avoir une fonction très très valorisante ou être très connu. Exactement. C'est pour ça que certaines personnalités qui parfois accèdent à certaines positions dans la société sont peut-être parfois coupées des réalités. Sont coupées des réalités, ça c'est sûr. Et je l'ai mal vécu, cette assignation même symbolique. Mais qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui se fait arrêter? Est-ce que ça serait d'avoir votre attitude ou alors de dire non, je ne vais pas présenter ma pièce d'identité? Parce qu'il faut se protéger aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, quand on est noir ou quand on est maghrébin, il faut se protéger. Alors, est-ce qu'on pense d'abord à se protéger ou alors est-ce qu'on pense d'abord à dire il n'a pas le droit de me faire ça et je vais revendiquer mes droits? Ou alors on se protège? Alors, j'aimerais dire qu'il faudrait qu'il puisse dire non. Parce qu'il faut, comme Villepin le dit, il faut avoir le pouvoir de dire non. Mais pas tout le monde l'a. Et penser à sa sécurité. Penser à
à en sortir indemne, puisque beaucoup de contrôles de police terminent mal, et parfois il n'y a pas les caméras, et moi en l'occurrence je ne les avais pas sur moi à ce moment-là. Et même aujourd'hui les contrôles de police se passent mal, tout le monde filme, et le lendemain la personne est morte. Tout le monde a filmé, on a des preuves comme quoi, etc. Mais la personne qui s'est fait contrôler est décédée. Exactement. Donc, est-ce qu'on filme, mais on descend, on demande ce qui se passe, ou on se cache tous derrière notre portable, on filme, mais le lendemain, le contrôle s'est mal passé et on est mort. Exactement. Ou alors, est-ce qu'on dit, je suis contrôlé, quel que soit ce qu'il me demande, les papiers qu'il me demande, je lui donne, profil bas, parce que je peux mourir. Exactement, c'est ce que j'avais en tête. C'était quasiment, c'est un danger de mort, c'est épidermique, ça prend comme ça. On se dit bon, ça peut mal terminer. C'est pour ça que je conseillerais à n'importe qui d'agir en fonction déjà de sa capacité à confronter la situation. Si c'est un juriste, un avocat, on parlait des fonctions, là ça va être très simple, ça va être réglé. Mais si c'est monsieur tout le monde ou madame tout le monde, malheureusement... Ou si c'est un député noir, parce que j'ai su qu'il y avait eu un maire ou un député noir. Je crois que c'était Ali Douara qui avait été contrôlé, effectivement. Mais effectivement, si on n'a pas la position, vaut mieux... et ça, c'est un conseil que j'espère changera avec le temps. Prenez garde, faites attention à votre sécurité, faites attention à vous. C'est un quart d'heure qui va durer peut-être assez longtemps, mais faites attention à vous. Faites peut-être... à la rigueur, ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire réagissez a posteriori. Il y a tellement de cas que les gens, automatiquement, ils vont prêter attention à ce que vous allez dire. J'ai pas suivi plus que ça ma démarche. Je suis pas allé déposer plainte, mais publiquement, déjà, la parole est donnée. Continuez le combat après, a posteriori. Là où le rapport de force peut s'inverser. Puisque monsieur et madame tout le monde, peut-être n'ont pas les moyens immédiats de faire valoir leurs droits. Et c'est ça la réalité. Il faut faire valoir ses droits. Et justement, pour revenir sur votre scolarité à Lyon, est-ce que vous avez dans votre entourage des jeunes, noirs ou maghrébins, qui ont eu affaire justement à ces groupuscules identitaires ? Alors, oui, puisque j'avais des amis qui étaient... c'est ce que je disais effectivement tout à l'heure, c'était des affrontements souvent gauche, très, très à gauche, contre droite. Donc mes amis... étaient déjà dans des petits groupes un peu agités. Donc, mais c'était parce que ça peut être des Caucasiens. C'était des Maghrébins, des Noirs ou des Caucasiens ? J'avais eu un ami mais ça se voyait pas vraiment sur lui, mais il était effectivement, je crois qu'il était marocain. Il est marocain. Mais ça se voyait pas. Non, ça se voyait pas vraiment. Mais j'ai pas eu de connaissances, en tout cas dans mon entourage proche, qui ont été agressés par des groupuscules d'extrême droite. Ça c'est le cas. Mais et ça c'est la réalité aussi. Ils font aussi attention à qui ils agressent sur le moment. Ils font attention à être en groupe. Et souvent, moi je sais par expérience, mes cousins qui vivaient à la Duchère, un quartier qui est dans le 9e arrondissement, un peu plus loin dans Lyon, mais qui est assez accessible pour au Vieux-Lyon, ils traînent en groupe eux aussi. Donc on ne va pas les embêter. On ne va pas embêter une bande de Noirs ou une bande d'Arabes qui sont ensemble, qui font leur vie, qui profitent tout simplement. Parce qu'automatiquement on a peur, et on leur fait peur. Je ne sais pas pourquoi, mais on leur fait peur. Donc, ils ne vont pas nous agresser. Par contre, ils vont voir une personne seule, isolée. Et c'est là où, souvent, on manque de preuves. On les a posteriori, on les a dans la presse. On sait que la personne a été agressée, a été rouée de coups. On a du mal à caractériser même que c'est un crime raciste. Pourtant, il y en a tellement. Donc, ça veut dire que dans ces quartiers à Lyon... Vaut mieux être en bande. Ah oui, vaut mieux être en bande. Waouh. Vaut mieux être en bande. J'irai pas à Lyon. Non, mais Lyon, c'est une belle ville. C'est une belle ville. C'est vrai qu'à partir d'une certaine heure, il y a de plus en plus de tensions. J'avais un camarade de classe qui s'entraînait dans une cave dans le Vieux-Lyon, dans un groupuscule d'extrême droite. Dans le Vieux-Lyon, il s'entraînait, il regardait toute la journée du MMA et des vidéos de combat. Et on se demande parfois s'ils ne sont pas un peu toqués. Parce que ça fait peur. Wow. La violence, elle est omniprésente dans leur quotidien. On se dit même que c'est même plus une histoire de politique, là. Mais pourquoi une telle violence ? Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas si, il y en a qui sont pourtant bien installés. Ils font des études, ils s'insèrent dans la vie. Mais j'ai l'impression que c'est là où je parlais même d'émancipation économique, parce qu'on arrive dans une période où il y a de plus en plus de tensions sociales et économiques. Les gens ne trouvent plus leur place dans la société, ils n'arrivent plus à s'insérer, ils font même moins bien que leurs propres parents. Et donc, forcément, ça crée... Enfin, pas forcément, ça crée du ressentiment. Ça crée du ressentiment parfois chez des groupes. Et la réalité, c'est que la violence, elle est intrinsèque à ce ressentiment. Si on n'a pas ce qu'on veut, on va le chercher avec les dents. Et des fois, il faut aller attaquer ceux qu'on pointe facilement du doigt comme les coupables. Et c'est un raisonnement très, très simple et bateau, mais ils ne vont pas chercher plus loin.
Est-ce que vous pensez on que... On peut se tutoyer, si tu veux. On peut se tutoyer. Bien sûr, bien sûr. Donc, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une responsabilité des médias? Parce qu'on parle souvent de la responsabilité de certains médias. Est-ce que tu penses que c'est exacerbé parce que, matin, midi et soir, on pointe une certaine population, pourtant française. Hein. Ah oui, avant, j'utilisais la comparaison. Je disais, les médias ont l'habitude, parce que j'avais entendu aussi cette comparaison, de regarder tous les faits divers avec une loupe. Donc, on regarde un tout petit point, et puis on essaye d'en faire un événement de société très majeur, alors que c'est tout petit. Maintenant, je pourrais même dire que les médias nous rendent myopes. C'est que les lunettes avec lesquelles ils nous demandent de regarder la société sont tellement vastes et larges qu'on a l'impression que le chaos est partout. Il est partout. Et c'est d'autant plus vrai que quand on parvient à certaines positions dans la société, quand on est noir ou arabe, on a une responsabilité. On a une responsabilité, parce que si on commence à alimenter les clichés, à alimenter les clichés racistes, à alimenter la présomption de culpabilité qui pèse sur les épaules de toutes les personnes qui parfois sont en français depuis 2-3 générations, mais comme moi, on est responsable si on alimente ces clichés. Et on a la responsabilité justement de les dégonfler. Tu veux nous donner des exemples on va namer, c'est important, mais on avait malheureusement pour elle, Madame Le Marchand, Karine Le Marchand, quand elle dit ça sur le plateau CNews, qu'elle a eu peur en descendant du RER, en voyant tous ces Noirs et tous ces populations venues de je ne sais où, mais elle joue un jeu dangereux. Elle joue, en fait, elle valide. Pourtant, elle raconte une anecdote qui lui appartient. Elle a vécu ça. Oui. Mais elle vient quand même présenter un reportage sur l'immigration. Elle vient quand même présenter un reportage sur l'histoire de l'immigration en France. Et elle est, à partir de ce moment-là, sa parole publique, elle est associée à son travail. Elle est associée à même tout ce qu'elle a fait dans toute sa carrière. Dire quelle valeur va avoir après son travail médiatique si on sait que finalement, Madame Le Marchand, elle aime bien jouer le jeu d'assimilationiste que Pascal Praud déblatère à longueur de journée. Tout ça n'a plus de valeur. Donc elle leur sert la soupe. Elle leur sert la soupe. Elle sert la soupe. Et puis on en a d'autres. Moi, je pense à Christine Kelly. Elle a un parcours assez remarquable, cette dame. Elle était au CSA. Elle était censée contrôler à l'époque toutes les dérives racistes ou toutes les dérives, quelles qu'elles soient, sur les plateaux télé. Elle venait même dire à Cyril Hanouna d'arrêter de faire des conneries sur ces plateaux. Et maintenant, on la voit de plus en plus. Et on a encore un exemple. Je crois que c'était pendant le Festival de Cannes, où elle allait commenter la tenue d'une influenceuse, c'est Lénia Situation, que beaucoup de jeunes suivent, en faisant une sorte de faux rapprochement avec une tenue qui pourrait être musulmane. Je veux dire. Et même jusque-là, en faisant le parallèle, en disant finalement, elle incite les jeunes à se tourner vers ce type de style de vie. Comme si être musulman, c'est un style de vie. Et ça, c'est mauvais. C'est un danger même. C'est un danger. Et c'est un danger pour qui ? Mais c'est un danger pour tous ceux qui ne sont pas sur les plateaux télé. C'est un danger pour tous ceux qui ne sont pas dans les tours Lagardère. Parce que nous, quand on est là au quotidien, on marche dans la rue, j'ai un contrôle aux faciès. Les flics, ils regardent la télé comme tout le monde. Ils regardent CNews, Enfin bref, ils sont alimentés par tout ça. Enfin, quand on sait que le plus fort syndicat de police, c'est un syndicat qui glisse à l'extrême droite, Alliance, on sait qu'on est un peu mal barré. On est mal barré. Donc, c'est un danger pour nous. Il y a un monsieur qui a tué... je crois que c'était... je ne veux pas dire son origine, mais il était maghrébin, parce qu'il avait regardé des vidéos sur Internet. Il a partagé même des publications racistes, et il l'a tué chez lui. On avait même l'année dernière, Monsieur Cissé, il a été tué dans une mosquée. Bon, on n'a pas fait de minute de silence dans les institutions cette fois. Mais... Justement, vous qui bossez, vous travaillez en tant que collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale et que vous êtes dans l'hémicycle, vous êtes au cœur du pouvoir où on fait les lois. Quand vous vous rendez compte que la présidente de l'Assemblée nationale choisit pour qui elle accorde une minute de silence. Et quand vous vous rendez compte que, quand c'est des gens qui nous ressemblent ou des Maghrébins, il n'y a pas de minute de silence. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Ça m'inspire beaucoup de mépris pour la classe politique actuelle. Je le dis de plus en plus. Je pense qu'on a affaire à des nains politiques. C'est des personnes qui font attention à leurs petits intérêts à très court terme, mais qui n'ont pas de vision. Et là, marketingment parlant, c'est de dire, je vais faire un coup. Pour une fois, je vais me positionner. Je vais me positionner pour dire, je suis contre les crimes politiques. Il n'y a pas de problème. On est tous d'accord avec toi, Madame Braun-Pivet. Mais ce qui s'applique à ce monsieur, à ce garçon, s'applique à tout le monde alors.
Et on voit par preuve des faits que ça n'a pas été le cas. Donc ce qu'elle a fait là, c'est un coup politique, c'est de la com. D'ailleurs, c'est la reine des TikTok. Elle fait plus de TikTok, je crois, qu'elle préside de séances. Donc on voit que finalement, son enjeu, il n'est pas vraiment sur les idées, il n'est pas sur les principes et les valeurs. Donc je ne fais pas de jugement a priori. C'est vraiment sur ce que je vois de son engagement. Et c'est très grave. C'est très grave puisque finalement, on va cautionner aussi qu'on puisse se rendre dans certains lieux de culte quand on est élu de la République, mais pas dans d'autres. Et ça, c'est grave. On a une frontière entre la politique, la belle politique, et la petite politique politicienne qui s'est complètement effondrée. Je pense que c'est même plus grave que le barrage républicain. Parce que maintenant, on en est arrivé à qui va avoir le meilleur coup marketing pour peser, pour essayer d'exister, avoir son quart d'heure BFM, par exemple. Et ça, je pense qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Tout le monde a parlé d'elle. Mais par contre, pas pour les bonnes raisons. Vous êtes père de 3 enfants, tout à fait. 3 Des enfants. Jumeaux. Et vous êtes très, très intéressé sur l'éducation, la transmission. Donc, votre mère est née ici. Votre père est guadeloupéen. Qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants? Est-ce que c'est une situation pour vous qui vous dérange, qui vous fait peur? Comment vous transmettez ça à vos enfants? Ils ont quel âge aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'on va encore une génération va devoir se justifier d'être français, justifier sa couleur de peau, justifier son existence? Enfin, qu'est-ce que vous allez transmettre à vos enfants? Mon combat de vie, c'est de mettre un terme à ce procès d'intention qu'on fait sur les personnes noires, arabes, issues de toutes origines, même asiatiques. Bref, de mettre un terme à ce type de présomption. Et je veux transmettre à mes enfants, comme mes parents m'ont transmis, qu'il est possible de transformer ses rêves en réalité. Mes parents, quand ils sont arrivés, donc mes grands-parents, quand ils sont arrivés en Hexagone, et mon père, quand il est arrivé lui aussi sur le territoire hexagonal, il avait avec lui son sac à dos, et il devait vite travailler pour avoir un diplôme et travailler. Moi, on m'a donné l'opportunité de vivre à l'abri du besoin chez mes parents, de faire des études, et après de transformer toutes leurs croyances dans ce que permet la République, c'est-à-dire l'émancipation, le développement économique. Ils me l'ont donné, mes parents. Donc ça, c'est mon job, sur ma génération, de me dire que oui, je peux y arriver. Je peux y arriver, je veux faire en sorte que tous ceux de ma génération puissent y arriver, pour que nos enfants n'aient plus à se poser la question de peut-être que j'aurai du retard, vu que moi je suis peut-être une femme, ou je suis une femme, en plus de ça, je pense à ma fille, je suis une femme et puis j'ai des origines. Je suis une femme et en plus de ça, Bruno Retailleau, il a la tendance de dire qu'on peut régresser vers ses origines ethniques quand on est issu de certaines populations. Tout ça, il faut rompre les liens. Il faut rompre les liens avec ce type de mise en accusation. Et ça, c'est le devoir de notre génération. Et c'est mon devoir pour mes enfants. C'est le devoir de votre génération, mais elle le fait comment? Puisque aujourd'hui, vous travaillez au centre du pouvoir, à l'Assemblée nationale, où se décident les lois, où on est censé avoir, on est français, on est censé avoir des gens qui nous protègent, qui protègent tous les Français. Et c'est aussi un lieu où on voit qu'il y a un manque d'égalité, il y a même un manque d'équité. Enfin, voilà, je dirais même d'équité, quoi. Il y a complètement un manque d'équité. Comment vous allez changer ça? Et qu'est-ce que vous dites à ceux de votre âge quand il s'agit d'aller voter et qui se disent « Oh ben non, on ne va pas voter, de toute façon, c'est toujours la même chose ». Qu'est-ce que vous leur dites? Alors déjà, ces jeunes-là, je ne les accable pas. Voter fait partie c'est un devoir citoyen, c'est tel comme on l'a déterminé dans la République, mais ce n'est pas indispensable. Ce que je dirais à ces jeunes-là, c'est créer du mouvement. Mettez-vous en mouvement, rejoignez des organisations, fondez-en, qui tournent autour de vos causes. Et ils le font, je n'ai pas besoin de leur dire. On a eu ces dernières années, on avait la marche pour le climat, on a des marches qui ont été organisées même après la dissolution, de jeunes qui sont venus devant les fenêtres, je crois que c'était des écolos, pour leur dire attention, merdez pas cette fois, alliez-vous, allez au bout. Mais ce que je leur dis maintenant, c'est maintenant que vous avez créé les bases du mouvement, continuez de l'alimenter et présentez-vous, allez au bout, prenez la place que vous devez prendre. Puisque, qu'on le veuille ou non, si on attend, la politique s'occupera de nous. Le débat s'occupera de nous. Et nous, je le sais d'autant plus, puisque, étant donné mon parcours et mes origines à moi et celles de mes parents, je sais que si on ne rentre pas dans le débat, on peut nous coller tout un tas d'étiquettes. Et on fait ça aux jeunes, mais on le fera à une femme, on le fera à un noir, on le fera à un arabe, on le fera à toute personne qu'on estime être une minorité, alors qu'on n'est pas une minorité. On est dans la République.
Aujourd'hui, que vous dit votre mère, le fait que vous soyez aujourd'hui collaborateur parlementaire? Ma mère, évidemment, elle est très fière. Elle est très fière parce que ma mère, si vous voulez, elle est née d'une famille de 8 enfants. Donc, elle a dû s'occuper de ses frères et sœurs très tôt. Quand sa mère était hospitalisée, elle a même arrêté l'école. Elle avait 14 ans. Donc, elle a même pas pu aller au bout de sa formation. Elle voulait être couturière. Donc, elle a un peu ce goût aussi de se dire, bon, je suis pas allée au bout, mais ma plus belle réussite, c'est finalement, sans tout ça, j'ai fait mes enfants. Elle a fait ses 4 enfants, ses 4 beaux enfants, comme elle le dit toujours. Et donc, elle nous a transmis ce goût-là de se dire, mais l'essentiel, il est en vous, il est chez nous, dans notre famille. Donc, on a toutes les ressources pour réussir. Et elle le voit, ça, par la preuve des faits. Elle est fière de nous parce que chacun dans nos parcours, on est bon où on veut être bon. Donc, elle est très, très fière, ma maman. Mais mon papa aussi, évidemment. Mon papa, il aime bien dire à ses collègues de travail mon fils, il est à l'Assemblée nationale. Parce que ça peut paraître anodin, mais même pour un Français moyen de la campagne d'où je suis issu, c'est loin tout ça. Moi, quand j'étais étudiant, même lycéen, j'avais comme perspective une zone industrielle, une cimenterie, et j'avais 1h30 la plus grande ville du coin, donc c'était Lyon. Donc pour pas mal de mes amis, ils n'ont pas fait tout ce parcours parce que ils se sont dit je vais peut-être faire un peu d'intérim et puis je ferai un BTS et après voilà. Mais c'est tout à leur honneur. Mais on n'a pas cette perspective, nous, quand on vit dans ce type d'endroit, qu'on peut aller plus loin que la place qu'on nous donne. Donc c'est vrai que ça crée une petite fierté, une revanche sociale. Alors vous êtes lyonnais ? Tout à fait. Quel message vous auriez à donner à tous ces groupuscules justement extrémistes qui se créent et qui créent des combats à emmener même la mort. Bien sûr. Parce que ce sont des jeunes que vous avez peut-être croisés à un moment. Quel message vous auriez pour eux ? Lyon a plusieurs fois été du mauvais côté de l'histoire. Plusieurs fois. C'est-à-dire, Lyon a choisi pendant la Révolution le parti du roi. Elle a choisi encore après, pendant les différents conflits mondiaux, donc la Seconde Guerre mondiale, d'être un bastion aussi de collabos. Même si on était en zone libre, c'est pas pour rien que la Gestapo s'était installée là, c'est qu'ils avaient un terreau fertile. On a plusieurs fois été du mauvais côté de l'histoire. Pourtant, l'histoire de Lyon, elle est diverse. On est au carrefour de tout. On est au carrefour de l'Europe, on est au carrefour du monde même. Faites le bon choix. Faites confiance à ceux qui veulent changer les choses, transformer. À l'évolution. Faites le choix de la transformation. Faites pas le choix du repli. Puisque que vous le vouliez ou non, depuis le Moyen-Âge, on est connecté au monde entier. Il n'y a pas de racine à Lyon. La racine de Lyon, elle est mondiale. Donc ça ne sert à rien de tenter de se replier sur soi, et en plus avec violence, pour faire passer des idées qui ne gagneront pas. On a déjà tué beaucoup trop de gens à Lyon pour ne pas comprendre que le destin de Lyon, c'est de s'ouvrir au monde et de s'ouvrir aux autres. Merci beaucoup pour ce message de fin et merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Merci Kaïsa pour l'invitation. Et plein de belles choses à vous. Merci beaucoup. Également. Merci d'avoir suivi Ticozé et je vous retrouve avec un invité tout aussi passionnant. Au revoir et à bientôt.